des vies et des hommes. Isabelle Rupin. La Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne vient d'éditer un recueil, un inventaire, exactement des objets et monuments mémoriels liés à la Deuxième Guerre mondiale en Mayenne. Alain Viaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes enseignant d'histoire géo, ça n'a pas changé. À la retraite. À la retraite. Membre de plusieurs associations qui veillent justement à entretenir la compréhension et la mémoire de ces 4 années de guerre vécues en Mayenne. Et là, ce travail de la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, les cahiers de la Mayenne, c'est un véritable travail de fourmi d'abord que vous avez fait, et puis un hommage que vous teniez à rendre. Oui. C'est surtout un hommage qu'on tient à rendre à tous ceux qui se sont engagés ou qui ont combattu en Mayenne contre l'occupant nazi de 1940 à 1944. Ça nous paraissait très important dans la mesure où le temps passe, mais on a profité du 80e anniversaire de la libération de la France et d'abord de la Mayenne pour chercher à leur rendre hommage, chercher à les rendre plus visibles aujourd'hui parce que très souvent ce n'est qu'un nom sur un monument et on a voulu donc leur donner davantage d'existence et je crois qu'ils le méritent parce qu'il s'agit très souvent de gens qui ont fait un engagement fort et l'ont payé également très chèrement pour la plupart ils sont morts donc effectivement exécutés ou tués lors des combats de la libération de la Mayenne. Et pourquoi est-ce que tant d'années après c'est toujours important de revenir sur cette histoire? Ça c'est un commentaire des jeunes. Tout à fait. C'est très important parce que justement il faut qu'on se souvienne d'où on vient, d'où l'on vient. Et on vient notamment pour les générations les plus jeunes d'une période qui a été une période extrêmement complexe, la période de la Seconde Guerre mondiale, pour lesquelles on s'est battu pour la liberté dont on bénéficie encore aujourd'hui, nous, nos générations et les jeunes d'aujourd'hui et les générations futures. Donc c'est important de comprendre comment on en est arrivé là. L'Europe vit pratiquement depuis 80 ans en paix, et donc il faut savoir d'où ça vient, sur quoi repose cette paix. Elle repose sur justement la victoire qui a été des Alliés lors de la Seconde Guerre mondiale contre l'Allemagne nazie, contre les régimes extrémistes et autoritaires qu'il y avait en Europe à cette époque-là. Et parce que des gens se sont levés pour résister, et des gens, alors glorieux, on connaît des noms, oui, mais aussi des gens tout simples, inconnus, anonymes. Et c'est pour rendre hommage justement à tous ces anonymes qui ont tous fait un choix fort, et je crois que c'est important aussi pour les générations actuelles de savoir que dans des circonstances exceptionnelles, eh bien, des personnes ont été capables de faire des choix qui pouvaient aller jusqu'à risquer leur vie, Et puis, il y a aussi des personnes qui n'ont pas forcément choisi, mais dont la vie a été prise par ces terribles guerres. Et justement, c'est vrai si on commence sur les premiers temps de la guerre, alors il y a déjà eu tous ceux qui ont été mobilisés. 73 000 hommes mayennais ont été mobilisés. Voilà, 73 000 mayennais ont été mobilisés par la guerre. La plupart sont partis combattre effectivement dans le nord et l'est de la France, et la plupart ont été prisonniers de guerre. Donc c'est vrai que pour ces personnes-là, il n'y a pas de traces particulières en Mayenne, puisqu'ils ont été combattus en dehors de la Mayenne et prisonniers pour la plupart en Allemagne. Nous nous sommes intéressés effectivement essentiellement aux événements qui se sont passés en Mayenne, parce qu'il se sont passés des événements même avant l'invasion de la France en mai 1940. On peut noter qu'il y a déjà des victimes qui interviennent. Le plus caractéristique, peut-être le plus original, c'est le décès de soldats du corps expéditionnaire britannique. Alors c'est quoi ce corps expéditionnaire britannique? Ce sont en fait des soldats anglais qui sont venus en France après la déclaration de guerre en 1939, à partir de septembre 1939, pour combattre aux côtés des troupes françaises, et ils sont venus pour beaucoup par le nord de la France, mais certains sont arrivés par Brest ou par Saint-Malo. Et ils ont été amenés au cours de leur déplacement à traverser le département de la Mayenne. Certains sont morts en Mayenne, alors non pas parce qu'ils ont combattu, puisqu'il n'y avait pas de combat en Mayenne à ce moment-là, mais soit un accident, blessure, et on les considère, aujourd'hui on trouve ça sur leur tombe, puisqu'il y a notamment 5 soldats dont les tombes sont au cimetière de Vaufleury à Laval, on les considère, et c'est indiqué sur leur tombe, comme morts pour la France, puisque la France était en guerre à ce moment-là, et ils sont morts venant en France pour combattre l'Allemagne nazie, même si les combats n'avaient pas lieu en Mayenne à ce moment-là. Ça, c'est particulier. Même s'ils ne sont pas morts sous le feu de l'ennemi. Exactement.
On retrouve aussi d'autres soldats aussi qui sont morts très tôt. Vous avez par exemple des prisonniers de guerre mayennais qui ont été internés en France pendant un certain temps et qui ensuite devaient être emmenés en Allemagne. Et vous avez un exemple d'un prisonnier qui a cherché à s'évader au moment de son transfert vers l'Allemagne. Et il a été exécuté à Voutray justement lors de sa fuite. C'est peut-être le moment de faire un petit focus sur ces traces que vous avez retrouvées, qui sont toutes différentes. Bien sûr. Ouais. Même si beaucoup de ces traces, ce sont des plaques ou des monuments, on s'aperçoit qu'il y a toutes sortes d'objets mémoriels. Et qui ont été pas forcément installés tout de suite, oui. à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Ça s'est vraiment étalé, vous disiez, oui. Jusqu'à encore récemment, tout effectivement, à fait. L'anniversaire des 80 ans de la Libération. Oui. Cet anniversaire a été l'occasion encore de renouveler quelques... Il y a eu, en gros, deux temps principaux. Il y a eu un certain nombre d'objets mémoriels, de plaques, de monuments érigés, gros monuments, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans les 10 ans à peu près qui suivent la Seconde Guerre mondiale. Et puis petit à petit, avec l'éloignement effectivement de la guerre, ça s'est estompé. Finalement, les communes ont, entre guillemets, un petit peu oublié pour un certain nombre d'entre elles. Et à partir des années 80, lorsqu'on sent que la guerre s'éloigne et que les nouvelles générations demandent aussi des explications à leurs aînés, que finalement, on voit un renouveau d'un certain nombre d'objets mémoriels, enfin, un certain nombre d'objets mémoriels être installés dans de nombreuses communes. Et surtout depuis pratiquement maintenant tous les 10 ans, lors des anniversaires. Le 50e, le 60e, le 70e et a fortiori le 80e cette année ont vu des objets mémoriels apparaître dans un certain nombre de lieux et de communes de la Mayenne. Peut-être parce qu'on a commencé à se dire que ceux qui avaient vécu cette époque-là étaient partis, oui. Et que si on voulait garder cette mémoire, il fallait l'imprimer quelque part. Voilà, il fallait l'imprimer, il fallait une trace, et une trace qui parle effectivement aux nouvelles générations. Alain Viaud, vous avez recensé aussi, alors il n'y en a pas beaucoup, mais quand même quelques-uns, d'autres traces qui sont là, des vestiges de l'occupation allemande, puisque la Mayenne a été occupée dès le 17 juin. Alors il n'y a pas autant de bunkers que sur le mur de l'Atlantique, bien évidemment, mais il y a quand même quelques traces. On retrouve quelques traces, notamment, mais pas que, sur deux zones. On retrouve des traces autour de l'aérodrome de Laval, en particulier, des bases de postes de DCA. C'est logique, puisque c'est un lieu stratégique, l'aérodrome, et donc il était protégé, effectivement, et on retrouve encore, notamment aujourd'hui, dans le Bois Gama, quand on se promène, une partie accessible au public, on retrouve notamment un vestige très net d'un poste de DCA. Et puis on retrouve aussi dans le Nord Mayenne des vestiges de socles de radars, parce que justement, les radars avaient une portée relativement importante et permettaient de repérer, de protéger en tout cas, le mur de l'Atlantique. Et repérer effectivement les risques de bombardement qu'il pouvait y avoir sur cette zone-là. Et il y a des vestiges qui étaient même installés complètement dans le Nord Mayenne. Alain Viaud, est-ce que ces vestiges ils sont identifiés ou est-ce que quand on passe comme ça, on peut juste croire que c'est un tas de pierres? Ils ne sont pas identifiés spécialement. Il faut vraiment savoir qu'ils sont là. Oui. Il n'y a pas de présentation. Il n'y a pas de sauf pour Bois Gama. À Bois Gama, pour ce qui est le poste de DCA, il y a un petit panneau quand même qui le signale. Mais en ce qui concerne Oisseau, par exemple, où on a retrouvé un vestige d'une station radar, il n'y a pas de signalement particulier. On l'aperçoit en passant la route, parce que là, il n'y a pas de... On l'aperçoit sur le bord d'un champ, mais sans plus. Si on n'est pas très averti... Si on n'est pas très averti, on ne devine pas ce que c'est. Tout à fait. Ce serait quelque chose d'envisageable notifier vraiment. Notre objectif derrière cet inventaire, c'est aussi d'interpeller un certain nombre de collectivités sur la situation d'un certain nombre d'objets mémoriels qui sont parfois mal signalés ou parfois qui sont devenus un petit peu illisibles justement lorsqu'il y a un texte qui est écrit dessus. D'autres collectivités, par contre, entretiennent ces objets, ces monuments. Et pour les dernières, notamment, qui ont été installées cette année, effectivement, il y a des objets qui sont de qualité remarquable. Alain Viaud, si on parle des traces aussi quelque part laissées par les Allemands, on peut parler, même si ce ne sont pas des mêmes sortes de traces évidemment, des camps de nomades qui ont été installés. Il y en a eu 2 en Mayenne, je crois à Montsûr et Grès-en-Boer. Voilà, alors Montsûr d'abord et ensuite Grès-en-Boer, effectivement, où dès l'été 1940, les nomades doivent être regroupés, ils n'ont plus le droit de circuler librement et sont regroupés dans ces lieux qui sont pas des camps de concentration mais qui s'en rapprochent quand même, puisqu'ils sont entassés.
sans véritablement soin, et avec des conditions de vie qui sont plus que spartiates, je dirais. Hein. Alors, ils vont rester en Mayenne de 1940 à 1942, notamment à Montsûr, et ensuite ils seront transférés au grand camp de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire. Hein. Mais ils ne seront pas déportés, hein, contrairement aux Juifs notamment, hein, puisque alors en Mayenne on peut aussi, arriver effectivement aux Juifs. Alors au tout départ en Mayenne, il n'y a pas énormément de Juifs. Non, en cette époque, en 39. Non. On ne voilà. sait pas exactement quel est le nombre de Juifs présents en Mayenne. Pour la plupart, ce sont des gens qui sont réfugiés, qui vont se réfugier en tout cas au printemps et été 1940. Voilà, parce que c'est bien connu qu'on a eu les réfugiés de l'Aisne. Voilà. 180 000 réfugiés, je crois, ce sont les chiffres. Hein. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres réfugiés en Mayenne. Voilà. Enfin, des Juifs qui n'étaient pas forcément comptabilisés. D'ailleurs, qui étaient plutôt là discrètement. Oui, tout à fait. C'était l'idée. Tout à fait. Il y a des Juifs parisiens également qui sont venus entre 1940 et 1942, par exemple, en Mayenne aussi. Hein. Et certains sont assignés à résidence, même certains s'étaient réfugiés sur la côte bretonne, notamment à Dinard. Et du fait de la mise en place du mur de l'Atlantique et d'une zone d'interdiction le long de la côte, on ne pouvait pas aller s'y installer. Ils ont été obligés de se déplacer et un certain nombre étaient assignés à résidence dans les autres départements de l'Ouest, et notamment en Mayenne, à Laval ou à Château-Gontier, par exemple. Et c'est là encore où, dans vos cahiers de la Mayenne, on retrouve quelques traces, des hommages qui sont rendus assez justes, qui leur ont permis de passer plus ou moins quelques temps, à défaut de passer complètement cette guerre, parce que je crois que tous ont été exécutés après, tous ceux qui ont été recensés. La plupart des Juifs qui se trouvaient en Mayenne, à quelques exceptions près, Dieu merci quand même, ont été déportés, on estime, à environ 80, le nombre de Juifs arrêtés en Mayenne pendant la Seconde Guerre mondiale et envoyés en déportation. 2 seulement sont revenus vivants. Donc c'est un épisode qu'on oublie peut-être un petit peu, parce que souvent en discutant avec des personnes, on s'aperçoit qu'ils ne savaient pas qu'il y avait des Juifs en Mayenne et que des Juifs avaient été arrêtés et déportés. Or aujourd'hui, on a quand même une dizaine de communes où ces Juifs ont été arrêtés, qui ont mis en place des objets mémoriels. Hein, et notamment, récemment, vous avez les communes de Château-Gontier, les communes de Changé ou la commune de Loigné-sur-Mayenne, voire Évron aussi, qui ont mis en place des objets mémoriels. Les fameux Stolperstein, qui ont notamment à Évron et à Changé, c'est-à-dire ce sont des pavés qui sont scellés dans le sol, à l'image de ce qu'on trouve dans certaines villes de France et notamment surtout aussi en Allemagne, pour conserver la mémoire de ces Juifs. Très souvent, ces pierres sont installées là où les familles juives habitaient. Et donc, on a aussi cet hommage aux Justes. Alors, il y a aussi un hommage aux Justes, parce qu'il y a des Justes, effectivement, des Mayennais ont caché des Juifs. Et vous avez des hommages sur Château-Gontier assez connus, avec la famille Counor, qui avait protégé plusieurs Juifs. Et dernièrement, en août 2024, a été inauguré un très beau monument à la mémoire de Joséphine Maréchal, qui avait protégé, caché, sauvé 3 familles juives à elle seule, alors qu'elle était veuve, persécutée donc par l'occupant nazi de 42 à 44. Et c'est ça qui est important aussi. À la fois, on montre le malheur de ces 4 années de guerre, mais on montre aussi, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, ceux qui ont permis qu'aujourd'hui nous soyons une nation libre. Eh bien, on montre aussi qu'il y en a qui se sont levés pour résister à l'oppression. Exactement. Ceux qui ont osé aider justement ceux qui étaient persécutés. Et puis après, il y a aussi ceux qui sont vraiment entrés en résistance à l'occupant. Là, on a quelques noms qui sont connus, Bernard Lepec, Fernand Pêche, et aussi des hommages au stade de foot, ça c'est plus étonnant. Parce qu'il y a des sportifs lavallois qui étaient engagés, des gens qui avaient des responsabilités surtout dans les associations sportives, qui ont résisté aussi et qui l'ont payé de leur vie. Vous avez aussi des préfets, 3 préfets mayennais ont été déportés, et ces préfets sont morts en déportation. Donc il y a aussi dans l'administration du gouvernement de Vichy, qui était resté en place après la défaite de 1940, des responsables, des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires, qui ont fait des choix très importants. Comment ? Très souvent en ne donnant pas suite aux ordres du gouvernement de Vichy, ou en retardant une décision, et en avertissant un certain nombre de résistants menacés pour qu'ils puissent se cacher, par exemple. Donc ça, c'est quelque chose de tout à fait remarquable aussi. C'est d'autant plus important, surtout à partir de... il y a des actes de résistance dès 1940, dès 1941, mais surtout à partir de la fin 43, lorsqu'on sent que la guerre est en train de basculer, qu'il y a de plus en plus de gens aussi qui s'engagent dans la résistance, ou qui, en tout cas, des résistants qui agissent de plus en plus, en tout cas. On trouve aussi des gendarmes. Vous avez à Cran, par exemple, un maréchal
maréchal des logis-chefs, donc le principal responsable de la brigade de gendarmerie de Cran, qui est aussi un résistant et qui va le payer de sa vie. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touchée, c'est cette plaque en l'honneur du réseau de résistance de Saint-Pierre-d'Hény, où là c'est presque on dirait aujourd'hui une communauté de communes, plein de villages qui se sont unis dans cette résistance en fait. Oui, dans le nord-est mayennais, il y a eu énormément de résistants, dans le nord de la Mayenne en général, parce que c'est une région de bocage, où on peut se cacher plus facilement. C'est là que se mettent en place progressivement des groupes qui vont devenir des maquis. Vous parlez de Saint-Pierre-d'Hény, on pourrait ajouter aussi la région de Champfrémont, la région de Lignières-Orgères, Lignières-la-Doucelle, qui deviendra Lignières-Orgères, avec les maquis de la Gérarderie, les maquis dans la forêt de Multon et les maquis aussi de Saint-Pierre-d'Hény, jusqu'à Baie en particulier. Et là, c'est vrai que au moment où la Mayenne va entrer dans la période de la libération, c'est-à-dire à partir du débarquement en Normandie, puisque c'est là que commence véritablement la libération de la Mayenne, eh bien, ces groupes de résistants et donc ces maquis vont entrer en action, comme il leur est demandé d'ailleurs, notamment dans le cadre d'un plan qu'on appelle le plan Action Tortue, où il est demandé aux résistants de s'engager à freiner la progression des troupes allemandes qui ont tendance à remonter vers la Normandie pour essayer de repousser les Anglo-Américains vers la mer, quoi. Et c'est ça qui est très beau, parce que par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure dans les idées qui vous motivaient, quelque part ça peut être des modèles que l'on peut proposer à la jeunesse, des modèles à imiter. Oui. Et c'est ça aussi qui est très beau, je trouve, dans cette démarche que vous avez faite, de mettre toutes ces personnes en valeur. C'est pas juste pour leur rendre hommage, c'est aussi pour... comme si nous, ça nous donnait des forces pour nous relever, nous aussi. Tout à fait. Je crois que c'est ça. C'est des gens qui ont dit non, qui ont su dire non à un moment donné, en disant il faut qu'on réagisse. Et je crois que c'est quelque chose c'est pour ça aussi qu'on fait ce travail, quelque chose qui doit inspirer un petit peu aujourd'hui, et surtout dans le contexte international qu'on connaît, quoi. Je pense qu'il faut apprendre à résister, et c'est quelque chose qui doit nous servir d'exemple. Bon, il faut malheureusement qu'on avance. Je renvoie après nos auditeurs à l'invio sur ce cahier de la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, les cahiers de la Mayenne, avec cet inventaire, où bien sûr une large place est faite aussi à toute cette période que vous venez d'évoquer, le débarquement, et puis surtout la libération de la Mayenne, qui a fait beaucoup de victimes aussi. Oui, tout à fait. Notamment à Mayenne. Tout à fait. La libération de la Mayenne, qui commence officiellement, autour du 3-4 août, par la libération de Landivy, voit effectivement les Anglo-Américains arriver dans notre département selon 3 axes. Un axe donc qui passe par Landivy et qui va aller jusqu'à la libération de Mayenne et du nord-est mayennais. Un axe qui va passer par Laval et un axe qui va passer par Château-Gontier. Et c'est vrai qu'à Mayenne, la ville de Mayenne va être la première grande ville de la Mayenne à être libérée le 5 août, mais c'est compliqué parce que les Allemands tiennent ces villes et y résistent. Et notamment à Mayenne, vous avez un pont qui est resté très célèbre, qui porte le nom aujourd'hui du soldat américain qui a réussi à le sauver, parce que les Allemands... Soit les Américains bombardaient les ponts pour que les Allemands ne reculent pas, ou ne puissent pas venir les repousser, soit c'était les Allemands qui minaient les ponts pour éviter la progression des Américains. Et à Mayenne, c'était le cas. Le pont était miné pour empêcher les Américains de traverser la ville. Et un soldat américain, au péril de sa vie, a réussi à déminer les explosifs qu'il y avait sur le pont, mais au moment où il terminait son opération, il a été tué en fait par un sniper allemand. Et aujourd'hui, ce pont à Mayenne porte son nom. Mais la résistance allemande va être très forte, notamment dans une commune tout proche de Mayenne, qui est la commune d'Aron, où là, il va y avoir une semaine de résistance, alors que les Américains progressent très vite. Dans le sud de Mayenne, ils progressent en 2 jours, alors que là, du côté d'Aron, il y a une forte résistance par des régiments allemands plus expérimentés, et il va y avoir sur Aron même plus de 30 victimes parmi les civils, soit des victimes liées à des bombardements anglo-américains pour essayer de faire céder les Allemands, soit aussi pour près d'une quinzaine d'entre eux par des exactions des Allemands. Il y a plusieurs exemples de gens qui, le simple fait de rentrer de leur champ pour des agriculteurs, il suffisait qu'ils rencontrent un groupe d'Allemands et ils étaient exécutés sur place. On a plusieurs exemples, que ce soit du côté d'Aron ou dans le nord-est mayennais ou même dans le sud de la Mayenne également aussi, quoi. Et alors, beaucoup de résistants aussi vont le payer de leur vie, puisqu'il y a des maquis qui ont été attaqués et qui ont été pris, comme à la Gérarderie par exemple. Donc beaucoup de résistants vont le payer de leur vie. Et puis aussi des Américains. Ce sont les troupes américaines qui traversent la Mayenne. Et on peut estimer aujourd'hui entre 350 et 400 soldats américains qui sont tués en Mayenne pour la libération de la Mayenne. Alors,
peut se poser la question, pourquoi la Mayenne? Pourquoi les Anglo-Américains passent en Mayenne? Parce qu'en fait, étant bloqués en Normandie, la seule possibilité, c'était d'essayer de descendre vers le sud, notamment grâce à la percée d'Avranches le 31 juillet. Ça leur permet de descendre vers la Bretagne et ensuite d'aller plein est, pour remonter ensuite vers la Normandie, prendre à revers les troupes allemandes qui les bloquent en Normandie, puisqu'ils sont bloqués depuis 2 mois en Normandie. Et c'est la Mayenne qui est le lieu de passage. Voilà pourquoi il y a autant de combats en Mayenne. Du côté de Sainte-Suzanne et Cham, en une journée, le 7 août, il y a 17 soldats américains qui sont tués. C'est le bilan mortel le plus lourd pour les Américains en une journée depuis la percée d'Avranches. Toute cette histoire-là que nous effleurons assez rapidement, on la retrouve donc dans ces traces que vous avez inventoriées et ces hommages, ces plaques souvent apposées ici ou là. Il y a 2 traces aussi dont on n'a pas parlé en fait tout à l'heure et j'aimerais bien qu'on en dise un mot avant la fin de cette émission. À Lavio, c'est à la Bazouge de Chéméré. Il y a une rune qui avait été taguée, on pourrait dire aujourd'hui, sur le mur d'une maison. Il y a un certain nombre d'objets mémoriels un peu originaux que nous avons repérés, et notamment vous faites allusion à ce qu'on appelle la rune germanique à la Bazouge de Chéméré, qui est en fait un symbole réalisé par la division Das Reich, la division SS Das Reich, qui est tristement célèbre après les assassinats de Tulle et surtout de Radour-sur-Glane, et qui remontait du sud de la France vers la Normandie et qui est passé en Mayenne. Et cette division Das Reich a réalisé des exactions aussi en Mayenne, dans le nord Mayenne, à Fougerolles-du-Plessis par exemple, ou dans d'autres communes. Et pour se déplacer, il y avait une avant-garde qui indiquait, éventuellement sur les maisons, en tout cas sur des supports, par des symboles qui indiquaient le trajet à suivre, tout simplement parce que les résistants avaient détourné les indications vers des villages, donc il fallait trouver un autre moyen pour aider les troupes allemandes qui remontaient vers la Normandie à se repérer. Et donc, la division Das Reich utilisait des symboles qui correspondent à un vieil alphabet germanique du Moyen-Âge, qu'on appelle alphabet de runes, qui sont des symboles qui sont représentés, qui étaient très très courants au Moyen-Âge et qui sont qu'on retrouve encore aujourd'hui sur les armoiries de certaines villes allemandes, notamment. Et ce symbole, il a perduré. Pourquoi? Parce que il a dû être réalisé avec un produit peut-être tel que du grésil sur une maison, et malgré le badigeonnage ultérieur, il apparaît encore aujourd'hui. Et donc là, c'est vraiment quelque chose d'assez original. Il y a à la fois le symbole de rune germanique et une flèche qui indique la direction que les soldats de la division Das Reich devaient prendre. Et donc, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très peu connu. Oui, et puis ça authentifie, ou ça humanise, même si c'était très déshumanisé, mais ça humanise en quelque sorte cette période de l'occupation. Et puis, il y a une plaque aussi de bois. La façon dont elle a été récupérée peut faire sourire, mais qui montre bien aussi la présence des Allemands en Mayenne, et notamment là c'est à Housseau-Bretignolles. Alors le Housseau-Bretignolles, vous avez une collection privée en fait de quelqu'un qui récupère des objets liés aux différentes guerres mondiales, d'ailleurs Première et Seconde Guerre mondiale, et il a récupéré notamment concernant la Seconde Guerre mondiale des objets qui concernent la Mayenne, et nous avons retenu notamment un des objets les plus visibles dans son mini-musée, c'est la plaque de la commandanture de Lassay, qui était placée dans une église pour soutenir du mobilier, qui sera placée après dans une église pour soutenir du mobilier, et qui a été repéré donc par monsieur Rébulard qui a ce musée du Housseau-Bretignolles. Donc on a mis en valeur parce que c'est bien révélateur aussi de la présence pendant 4 ans de l'occupant allemand dans la Mayenne notamment. Et je crois que vous vouliez aussi parler de la vigie mémoriale dont vous êtes membre également, à Lavio. On en a parlé la semaine dernière ensemble, voilà. Il y a quelques temps. Mais... Également, on trouve aussi beaucoup d'objets liés à la Seconde Guerre mondiale en Mayenne, au mémorial des déportés de la Mayenne qui s'appelle la Vigie à Mayenne. On a toutes sortes d'objets, de lettres, de courriers, etc., qui font allusion à des Mayennais qui ont été déportés, et déportés de par leur action de résistance en Mayenne. À Lavio, quand vous m'avez présenté cet ouvrage, cet inventaire auquel vous avez contribué, donc, et qui est édité par la Société d'archéologie et d'histoire de la Mayenne, ce livre qui s'appelle donc Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Mayenne, vous m'avez dit mais c'est pas fini parce qu'on en retrouve encore. Oui, puisque déjà cette année 2024, plusieurs objets mémoriels ont été installés, et donc notre objectif, c'est pas de s'arrêter là, même si la revue elle est figée. Nous avons aussi un site à la SAHM qui s'intitule Patrimoine, et vous allez dans le site Patrimoine sur Mémoire de la Seconde Guerre mondiale en Mayenne, où on répertorie
toutes les communes, elles sont au nombre de 69, où il y a des objets mémoriels sur lesquels nous avons travaillé, à partir desquels nous avons travaillé. Et ce n'est pas forcément terminé. On peut penser que peut-être en 2025, avec le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, d'autres objets mémoriels pourront être érigés ou mieux mis en évidence dans un certain nombre de communes. Et donc, par notre site, notre objectif, c'est de poursuivre cet inventaire au jour le jour, au fur et à mesure que de nouveaux objets apparaîtront. On peut constater aussi, au cours de notre recherche, qui a duré à peu près 2 ans, c'est que certains objets mémoriels ne sont pas toujours en très bon état, hein, et parfois difficiles à trouver, illisibles lorsqu'il y a un texte. Et donc, il serait bien peut-être aussi que les collectivités concernées puissent mieux valoriser ces objets-là, parce que, comme on le disait tout à l'heure, c'est une mémoire qui est très importante, à la fois pour ceux qui ont donné leur vie effectivement à cette époque-là, et aussi pour qu'aujourd'hui, les nouvelles générations puissent conserver la mémoire et prendre bien conscience de l'engagement qui a été fait dans cette période-là. Merci beaucoup, Alain Viaud, de ce message. Et puis, si nos auditeurs ont connaissance à côté de chez eux, parce que vous disiez, il y a peut-être aussi des lieux mémoriels qui nous ont échappé. Donc, si nos auditeurs ont connaissance de quelques plaques qui ne seraient pas référencées, on peut aller vérifier donc sur le site de la SAHM. Eh bien, on peut appeler justement cette société pour dire à côté de chez moi. Voilà. Tout à fait. J'ai quelque chose. Tout à fait. Le numéro de téléphone est indiqué à la dernière page de la revue. On peut le redonner. On peut le redonner. Oui. 02 43 53 64 55. Merci beaucoup, Alain Viaud. Et pour nos auditeurs qui voudraient eux aussi se procurer cet opuscule inventaire, eh bien c'est aussi auprès de la SAHM et à la Vigie Mémoriale. Ils peuvent le trouver à la Vigie Mémoriale déportée à Mayenne. Au prix de 12 €. Voilà. Merci beaucoup, Alain Viaud. C'est moi qui vous remercie.